19 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. Voici les titres. Un nouveau bâtiment fait la joie des passionnés de la lecture. À Nati Tengou, il s'agit du bâtiment abritant le Conseil des activités éducatives du Bénin de la localité. Apprenants et simples riverains s'y rendent pour profiter des ouvrages ou de la connexion Internet disponible. Suivez dans ce journal le constat fait par notre équipe dans la région. Un mal ravage ces derniers temps la jeunesse. Il s'agit de l'insuffisance rénale. À suivre dans cette édition les précisions d'un spécialiste reçu sur la matinale du Canal 3 Bénin sur le mal. Et puis, de nouvelles secousses enregistrées au sein de l'église du christianisme céleste face à la presse. Le Saint-Siège de Porto Novo est revenu sur la situation. Vous aurez les détails dans cette édition. À nouveau, bonjour. Le Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB de Nati Tengou, est devenu depuis peu l'un des pôles d'attraction des élèves étudiants et même des riverains de ce centre. Une dynamique devenue récurrente depuis l'érection d'un nouveau bâtiment entièrement équipé de documents de dernière génération et d'une connexion Wi-Fi haut débit. Chaque mercredi après-midi et les samedis, plusieurs apprenants à la quête du savoir s'y rendent pour profiter des ouvrages scolaires et de la connexion Internet. Alassane Arouna. Grande affluence ce mercredi après-midi à la bibliothèque du CAEB de Nati Tengou. De jeunes apprenants venus des lycées et collèges de la place prennent d'assaut ce centre de recherche documentaire. Dans le portail, de petits groupes tête baissée autour d'un smartphone s'activent. À l'intérieur, certains feuillettent des ouvrages scolaires pendant que d'autres travaillent sur des ordinateurs. C'est la nouvelle donne ici depuis que ce centre s'est doté d'une connexion Wi-Fi à haut débit. Je suis venue ce soir au CAEB pour traiter quelques exercices de groupe avec mes camarades et faire quelques recherches via notre téléphone. Au-delà de la couche scolaire, des étudiants de l'école normale supérieure ENS de Nati Tengou font également partie des abonnés du CAEB. Bon, au CAEB ici à Nati, c'est un endroit qui est réservé aux élèves et aux étudiants à cause de la bibliothèque qui est là. Devenu depuis peu l'un des pôles d'attraction de la couche juvénile grâce à sa connexion Wi-Fi, le CAEB accueille, même au-delà des heures officielles d'ouverture, des riverains qui viennent profiter de la connexion pour leurs besoins numériques. Toute la population de Nati Tengou vient connecter gratuitement. Et ça les aide, surtout nous qui n'avons pas beaucoup de moyens pour rejoindre nos frères qui sont à l'extérieur. Tu viens, tu peux communiquer gratuitement. Notre Wi-Fi est ouvert au public de manière gratuite. Le mot de passe est là. Avec sa nouvelle bâtisse moderne, dotée d'une documentation de dernière génération et d'une connexion Internet performante, le CAEB connaît depuis peu une augmentation exponentielle de son taux de fréquentation. De jour en jour, notre taux de fréquentation s'accroît. Vous avez vu ce nouveau joyau gratuitement offert par notre partenaire privilégié, la Fondation Vallée, qui accompagne le CAEB dans cette mission avec une connexion extra rapide et gratuite, bien sûr. Les élèves sont nombreux à venir se cultiver. Après une période de travail et de recherche, nos jeunes visiteurs peuvent conclure leur soirée en apothéose en profitant de ce spectacle dans un cadre à la fois convivial et enrichissant. On parle toujours du milieu éducatif et chaque matin dans de nombreux foyers, le réveil des tout-petits vire parfois au bras de fer. Pleurs, fatigue, refus d'aller à l'école. Chez les enfants de moins de 5 ans, un bon sommeil et le réveil devient un enjeu pour les parents comme pour les enseignants. Comment gérer le réveil chez ces enfants? Éléments de réponse dans ce reportage. Premier seuil que franchissent beaucoup d'enfants dans leur cursus scolaire, la maternelle est une étape cruciale qui les amène à changer les anciennes habitudes.
L'exemple de la petite fille de cet instituteur de formation. Elle avait l'habitude de rester à la maison, de rester au lit jusqu'à 9h30, 10h, vous voyez. Mais maintenant, voilà, les choses ont changé. Fini le temps des longs abonnements au lit. Sa fille se lève désormais tôt pour se faire accompagner à l'école. Un nouveau mode de vie qui se présente parfois comme une équation difficile à résoudre. Un véritable casse-tête pour les parents. Je me réveille, je me prépare, je lui laisse un peu de temps. Je lui laisse un peu de temps d'abord et après je la réveille. Et des fois, elle refuse. Elle dit non qu'elle ne va pas aller à l'école. Et je trouve les moyens, d'accord. Je l'amadoue, je fais tout pour l'amener à se préparer et à me suivre. Entre fatigue persistante et résistance à quitter le lit, les matinées deviennent un autre défi pour ces parents dont les enfants commencent l'école. Malgré toutes les gymnastiques possibles, ce combat qui commence depuis la maison se fait souvent ressentir une fois l'enfant à l'école. Il y a des enfants qui arrivent à l'école tout fatigués, qui somnolent au cours des activités. En classe, les effets d'un réveil difficile de ces bouts de chou ne sont pas du reste. Cependant, les parents se doivent de revoir leur méthode pour corriger le tir. Chaque parent qui a un enfant jeune qui est à la maternelle, même aussi, le moment du réveil doit être un moment stratégique. Il faut avoir des astuces, il faut avoir des méthodes pour que lorsque l'enfant se réveille, lorsque l'enfant ouvre les yeux, qu'il ne soit pas en train de pleurer, mais quand il ouvre les yeux, il fait un petit sourire afin de continuer sa journée. Le spécialiste conseille aussi de réglementer l'exposition des enfants aux écrans pendant de longues durées. De toute façon, enseignants et parents échangent quotidiennement pour de solutions durables. Le but étant de garantir aux enfants des nuits réparatrices pour des journées plus sereines à l'école. Je l'annonçais en début d'édition, le nombre de jeunes dans les unités de dialyse aujourd'hui au Bénin est conséquent. On a toujours pensé que les maladies rénales concernent uniquement les personnes âgées. Pourtant, de plus en plus de jeunes sont aujourd'hui touchés par l'insuffisance rénale, parfois sans le savoir. Entre mauvaises habitudes alimentaires et consommation de substances nocives, les causes sont multiples. Docteur Jacques Vigan, médecin néphrologue reçu ce matin dans la rubrique santé de l'émission Actu Matin, nous en parle. Les facteurs de risque sont nombreux. C'est une question importante. Nous insistons sur ces facteurs de risque auprès des apprenants et aussi dans la population générale. Le premier facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Le deuxième, c'est le diabète. Je peux dire, il y en a beaucoup, plus d'une quinzaine, on peut en citer. Mais les plus fréquents, il faut retenir l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, sujet plus de indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré. Et ces notions sont très importantes. Vous allez comprendre pourquoi on insiste sur un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques après. Les maladies infectieuses, je vais parler de VIH, hépatite B, hépatite C, la drépanocytose, le faible poids de naissance, les maladies cardiovasculaires. Donc, tous ceux qui ont des maladies cardiovasculaires sont potentiellement des patients qui peuvent développer des maladies rénales. Les maladies du foie, les maladies de l'appareil urinaire, donc la plus connue, la prostate par exemple, les maladies de la vessie. Voilà. Tous ceux-là sont des sujets à risque. Est-ce que ça peut être aussi héréditaire? Alors, il y a des maladies héréditaires qui donnent l'insuffisance rénale, la maladie rénale chronique. Je peux citer par exemple la polykystose rénale, qui est une maladie qui se caractérise par la formation de kystes dans plusieurs organes, non seulement au niveau des reins, mais également au niveau du foie, au niveau des ovaires chez la femme, au niveau des poumons et d'autres manifestations extrakystiques. Après, il y a d'autres maladies génétiques sur lesquelles des équipes travaillent de façon beaucoup plus pointueuse. Et ces facteurs génétiques seraient très fréquents chez les hommes noirs. Et ces facteurs génétiques ont été identifiés autour de nous, au Nigeria, à Accra, à Lomé aussi. Chez nous, il y a un travail qui est en train d'être mis en place pour pouvoir confirmer que nous ne sommes pas à l'abri et qu'il y a également ces facteurs génétiques présents dans la population béninoise.
Zéro tabac, zéro alcool, moins de gras, autant de bonnes habitudes à adopter pour se prévenir de cette maladie chronique, sans oublier le dépistage précoce. Dr Jacques Vigan revient sur ses conseils pratiques. Réduire le sel de notre alimentation. J'insiste sur ça. Réduire le sel, l'huile, l'alcool. Si on peut l'éviter, il faut éviter. Éviter le tabac. Voilà. Boire suffisamment d'eau. Je recommande au moins 1,5 litre à 2. Voilà ce qui est recommandé. Chez monsieur tout le monde. Quand on n'a aucun facteur de risque, quand on n'a pas d'atteinte rénale, on n'a rien, monsieur tout le monde, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Déjà, dès le réveil, voilà, on a soif. Oui. Et ça, tout le monde rapporte. Quand on fait attention, même vous avez la gorge un peu sèche, vous avez envie de boire, buvez de l'eau. Et répartissez sur la journée. Buvez 1,5 litre à 2 par jour. Après, pour ceux qui ont... il faut aussi garder une activité physique régulière et éviter l'obésité. Malheureusement, on a galéré toute sa vie et à partir de vingtaine, trentaine, troisième décennie, on a un boulot et voilà, on a des revenus. Voilà, on se permet un peu et après l'obésité s'installe avec tous ces côtés de maladies cardiovasculaires. Il faut éviter ça. Maintenant, tous ceux qui ont des facteurs de risque que je viens de citer, HTA diabète, maladies cardiovasculaires, hépatite B, hépatite C, drépanocytose et consorts, faites un contrôle tous les ans. Et ce que je demande, ce n'est pas grand-chose. Une bandelette urinaire qui coûte à peine 500 francs et contrôler la pression artérielle et doser une créatinémie. Pas un, ça ne sert à rien. Pour tout l'argent qu'on met dans le crédit et consorts, je pense qu'on peut faire un peu pression et faire ces examens, ne serait-ce qu'une fois par an. Et c'est très important. Ça va permettre très tôt de diagnostiquer la maladie au stade précoce et voir un spécialiste. Voilà, on reçoit sur ce plateau le riche Kaba. Il était ce matin là au lancement officiel de la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, un lancement effectué par le président de la République, Patrice Talon en personne. Le riche, bonjour. Bonjour Esther. Alors, parlez-nous du sens et de la portée de la cérémonie qui a eu lieu ce matin. Ouais. C'est une cérémonie qui trace le destin du Bénin, comme vous l'avez bien dit, Vision Bénin 2060 à l'AFIA. C'est un document prospectif qui trace le développement du Bénin, qui projette le Bénin sur les 35 prochaines années. Et comme vous le voyez, presque toutes les personnalités politiques de ce pays et même des têtes couronnées étaient présentes à ce rendez-vous, parce que c'est une cérémonie qui parle de ce que le Bénin sera dans les 35 prochaines années, c'est-à-dire à partir de 2060. Donc, comme vous le constatez, c'est un document qui est en réalité le fruit d'une consultation nationale approfondie. Il y a plusieurs task groups qui ont travaillé, il y a des entretiens avec certaines personnes, donc c'est un travail de fond en comble. Et j'ai échangé avec certains maires, certains responsables à divers niveaux qui nous ont dit qu'ils ont tous été consultés pour la plupart pour justement participer à cette vision prospective. Et comme l'a dit justement Aminatou Sarr, la coordonnatrice du système des Nations Unies, elle a dit que ça c'est vraiment osé. Le Bénin est en train de projeter justement son avenir et ça permet à la nation de savoir où nous allons véritablement. C'est aussi là où, puisque vous avez demandé la portée, c'est aussi un rempart contre justement les choix politiques. Parce que chaque fois que quelqu'un est élu, il veut définir peut-être lui sa ligne directrice pour pouvoir gérer le pays. Désormais, quel que soit le régime, quel que soit le système qui s'installe, ce système doit désormais s'aligner sur justement la vision Bénin 2060 à l'AFIA. Alors, parlez-nous un peu des moments forts de cette cérémonie parce qu'il ne doit pas en manquer. Le moment fort, le tout premier, c'est l'annonce de l'arrivée de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est une entrée sous de fortes ovations. Ça peut montrer que, comme l'a dit l'autre, il faut tisser l'ancienne corde à la nouvelle. Donc,
il est venu. Malheureusement, on n'a pas vu le président Boniaï qui n'y est pas présent. C'est vrai qu'on l'avait annoncé pour une situation sanitaire à l'extérieur du pays. Je ne sais pas s'il est déjà au pays. Mais le plus important, on a vu l'ancien président, Nicéphore Diosoglo, une autre personnalité aussi qui a marqué par sa présence, c'est l'ancien président, l'ancien ministre d'État, Ange Bruno Amonsou, qu'on ne voit plus sur la scène politique, mais qui est véritable et qui est aussi venu sur les lieux. Et quand le président de la République est rentré, il y a un aspect de son discours qui a le plus marqué, j'aimerais bien qu'on partage cet aspect-là. Il a non seulement décliné quelques lignes de cette vision prospective de 2060, mais il a insisté sur l'importance pour chaque citoyen de jouer sa partition. Il estime que c'est un projet qui est là. Et plus qu'un document, c'est quelque chose que chaque citoyen du Bénin doit s'approprier parce que nous ne travaillons pas pour le Bénin, nous travaillons pour des générations futures, des enfants qui ne sont même pas encore nés. Donc c'est de faire en sorte que si chacun joue son rôle convenablement, nous aurons véritablement ce Bénin futur. Et aussi, il y a eu de fortes ovations quand nous avons vu la projection avec des villes comme Lokossa, Bokoumbe, qui sont véritablement des villes futuristes. On a vu les ovations surtout des maires qui sont déjà en train de rêver de ces villes-là. Bon, pour 35 ans, on attend encore des 35 ans, mais d'abord, le président de la République insiste sur le rôle que chaque personne, chaque franc de la société doit jouer pour que justement cette vision prospective vers 2060 soit une réalité. Nous allons rapidement suivre cette version, son message à l'endroit des populations. Par cette vision, le Bénin fait le choix de conjuguer souveraineté et ouverture, enracinement et rayonnement, identité et universalité. Mesdames et messieurs, pour qu'elle produise tous les effets attendus, cette vision doit vivre. Elle doit être portée dans les écoles, collèges et universités pour former des citoyens conscients, exigeants et responsables. Dans les villages et les villes, afin que chaque communauté s'en inspire et la traduise en initiatives concrètes. Comme vous le voyez, Esther, le président de la République insiste sur le fait que cette vision doit être largement divulguée et pour que chaque enfant, chaque personne, chaque chef de village, chaque villageois, en tout cas que tout le monde s'imprègne de cette vision afin que chacun joue son rôle. Parce qu'il y a des rôles à jouer par chaque personne pour que nous ayons ce rêve partagé. Oui. C'est dans 35 ans. Certainement que beaucoup de personnes se vivront encore en ce moment. D'autres nous quitteront et d'autres viendront également. C'est un rêve partagé pour le Bénin. Donc Esther, voilà un peu ce que pense le président de la République et je pense que c'est un message à partager un peu partout dans l'ensemble du pays. Dans nos prochaines éditions, nous allons suivre également 12 éléments parce que j'ai pu interviewer quelques personnalités présentes sur les lieux qui sont vraiment sidérés par la qualité de ce travail qui a été fait par d'éminentes personnalités. Il y a eu une synergie d'action, de compétences autour de ce projet. Voilà ce qui a été fait. Alors, merci beaucoup à vous, Ulrich Kaba. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Cotonou abrite depuis ce lundi et ce jusqu'à ce mercredi un atelier consacré à la lutte contre le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme, initié par Expective France et la direction de la coopération et de l'entraide judiciaire du ministère de la Justice. Cette rencontre réunit les experts venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Mauritanie, du Tchad et de la France pour se joindre à ceux du Bénin. La cérémonie d'ouverture de l'atelier de 3 jours a été présidée par le directeur de cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Compte rendu. Au cœur des échanges de cet atelier régional, le renforcement de la coopération judiciaire internationale face à des formes de criminalité de plus en plus organisées et transfrontalières. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet DEPI piloté par Expertise France qui vise à lutter contre l'impunité dans la zone sahélienne en renforçant les capacités des institutions judiciaires à instruire et à juger efficacement les affaires criminelles complexes. La thématique qui nous unit ici aujourd'hui est d'une importance capitale. Le blanchiment des avoirs criminels et le financement du terrorisme constituent des menaces majeures pour la stabilité économique, la sécurité nationale et la paix sociale de nos États.
Ces phénomènes alimentent et renforcent diverses formes de criminalité transnationale organisée. Pendant 3 jours, les participants auront à partager leurs expériences, analyser les mécanismes de lutte existants et identifier les obstacles à une coopération judiciaire plus fluide. Cet atelier constitue un cadre privilégié de partage d'expériences, de bonnes pratiques, de réflexion stratégique, dans un esprit de coopération, de solidarité et de responsabilité partagée. Il doit nous permettre de renforcer nos mécanismes de détection, d'enquête, de poursuite et de sanction des infractions liées au blanchiment des avoirs criminels, au financement du terrorisme. À l'issue des travaux de cet atelier, des recommandations concrètes, pratiques et adaptées aux réalités actuelles des pays concernés seront formulées afin d'améliorer durablement la réponse judiciaire face à ces menaces. Dimanche prochain, la 10e législature du Bénin sera installée à l'Assemblée nationale. Les 109 nouveaux élus vont officiellement entrer dans leurs attributs et depuis ce lundi, les préparatifs de cette cérémonie ont démarré. À l'Assemblée nationale, les députés défilent pour les formalités d'usage. Emma Rodon. Depuis ce lundi, c'est l'effervescence à l'Assemblée nationale. Les députés élus pour le compte de la 10e législature y sont accueillis par un comité chargé de les accompagner dans les formalités d'usage en prélude à leur installation prévue pour le 8 février prochain. Nous avons pensé déjà à comment accueillir ces députés-là. L'accueil d'ailleurs a commencé aujourd'hui, ce lundi, et avec des différentes équipes qui ont été mises en place pour pouvoir remettre aux députés leur kit. Outre cela, il y a aussi les dispositions qui sont prises pour la cérémonie d'installation elle-même. Et au-delà de la cérémonie d'installation, la phase qui concerne l'élection proprement dite des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et parlant de cela, nous venons de finir une réunion avec le bureau d'âge composé du doyen d'âge et des 2 plus jeunes députés. Nous avons essayé de leur présenter un peu le rôle, la partition qu'ils ont à jouer pour la phase d'installation et la phase concernant l'élection du bureau. Les députés qui se sont présentés ont reçu écharpes, macarons et documentation institutionnelle, notamment le règlement intérieur et la constitution du Bénin. Puis, ont rempli et signé les formulaires requis pour les besoins de l'administration parlementaire. Je voudrais juste les rassurer que l'administration parlementaire a pris les dispositions idoines pour que cette installation soit aussi une fête, étant donné qu'après l'installation, les députés retrouvent leur mandat sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Mais en dehors de cela, nous avons aussi pensé à faire venir à l'intérieur du palais des gouverneurs. On aurait voulu que toute la population accède au jardin du palais des gouverneurs, mais l'espace n'étant pas extensible, nous allons accueillir pour chaque député 3 personnes. Nous avons préparé le cadre idéal pour eux, pour leur permettre de suivre cette cérémonie en direct d'une manière ou d'une autre. Rendez-vous est donc pris pour le 8 février, date à laquelle ces élus entreront officiellement en fonction sous le regard attentif de la nation. Après avoir récupéré leurs attributs, quelques députés ont livré leurs impressions. Ils sont au micro d'Emma Rodon. Une énorme fierté, beaucoup de reconnaissance pour les concitoyens qui ont voté pour moi et vraiment beaucoup de joie et encore une fois une très grande fierté. On place ce mandat de député sous le signe de la jeunesse, en tout cas pour moi personnellement, sous le signe de la continuité des acquis que nous avons pu avoir sous les 10 dernières années grâce au leadership de notre cher président, son Excellence Patrice Talon. C'est d'abord un sentiment d'action de grâce au Seigneur parce que ceci n'est pas possible sans le souffle de vie que Dieu nous accorde et la grâce. Donc je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour cela. Ensuite, c'est naturellement un sentiment de joie, mais aussi de reconnaissance aux populations qui nous ont fait confiance à nous, confiant ce mandat.
c'est un sentiment de reconnaissance également au responsable de notre parti politique, aux plus hautes autorités qui ont bien voulu nous faire confiance en validant notre candidature. C'est déjà un sentiment de gratitude, gratitude envers Dieu de voir ce jour et d'être ici pour pouvoir prendre ses attributs. Fierté parce que c'est quand même 109 personnalités sur des millions de Béninois, et puis responsabilité parce que nous en mesurons la gravité. Donc on ne vient pas pour s'amuser, on vient pour prendre des lois et des tests qui vont régir le vivre ensemble. Tout s'est bien passé, j'ai récupéré tout ce qu'il faut et je me suis fait également enregistrer. C'est pour dire que nous sommes prêts pour réellement l'investiture qui aura lieu le 8 février. Nous sommes prêts également pour le démarrage de la 10e législature. On parle religion à présent. Malgré les efforts d'unification engagés au sein de l'Église du christianisme céleste sous l'égide du Conseil supérieur de transition, de nouvelles secousses viennent troubler la quiétude de la communauté. Il s'agit notamment de la démission d'un éminent membre du Conseil supérieur de transition et la révocation du chef de diocèse de Côte d'Ivoire. Des situations sur lesquelles le Saint-Siège de Porto Novo s'est prononcé à travers un point de presse. Suivez ici la déclaration lue par le vénérable suprême évangéliste Prosper Da Guédéna. Prenant connaissance des récents développements de l'actualité au sein de l'Église, particulièrement d'une part, la révocation du chef du diocèse de la République de Côte d'Ivoire par le révérend Emmanuel Mobina Friday Oshofa, d'autre part, la démission du vénérable seigneur évangéliste Ola Tosho Mathieu Oshofa du Conseil supérieur de transition, le Saint-Siège Porto Novo confirme sa décision portant approbation des résultats des États généraux tenus en décembre 2024 et destinée à l'unification de toutes les tendances de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Se rappelant les engagements pris le 26 avril 2026 de la République et surtout préoccupé par l'unité de l'Église, le Saint-Siège Porto Novo invite les concernés à privilégier l'intérêt de l'Église en faisant preuve de retenue afin de réduire à toute difficulté de compromettre le processus de réconciliation. Le Saint-Siège les protagonistes au dialogue fraternel et à la recherche de solutions consensuelles en vue de préserver. Il affirme sa disponibilité à accompagner spirituellement le processus d'unification de l'Église conduit par le Conseil supérieur de transition. Et voilà qui referme ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation. L'après-midi, en compagnie des